Si je ne dis pas de bêtises, dans quelques mois, c'est la troisième fois dans votre carrière de collectionneur et de directeur de musée que vous décidez de vendre un ensemble cohérent de votre collection. À quoi est-ce que l'on pense au moment où on se sépare d'un ensemble qui a été construit patiemment au fil des années? L'art précolombien, au fond, j'ai toujours collectionné l'art précolombien, mais en dilettante. J'ai connu Raton quand j'avais 22 ans, je n'étais pas encore marié. Mon beau-père m'a envoyé chez lui pour chercher un mortier Inca que Raton avait échangé avant la guerre avec le musée de Berlin et que mon beau-père avait acheté. Ça, c'était au fond la première fois que j'ai tenu un objet important précolombien dans les mains. Et cet objet, d'ailleurs, se trouve dans la vente que va faire Sotheby. Mes premières pièces précolombiennes, je les ai achetées avec mon beau-père Joseph Muller en 1955 dans une galerie de Genève qui était une galerie de tableaux. J'ai acheté un certain nombre d'objets précolombiens. Joseph Muller aussi, lorsque nous avons fait pour le 5e centenaire du voyage de Colomb, nous avons fait en 1992 cette exposition itinérante qui a été dans tous les grands musées d'Espagne et qui a fini à la Fondation Gulbenkian à Lisbonne. Nous avons choisi 200 pièces. Et alors là, je me suis pris au jeu, je me suis mis à aller chez les marchands spécialisés et la collection de 200 pièces a passé à plus de 400. J'ai donc, pendant une dizaine d'années, acheté plus de 200 pièces. J'ai pris grand soin parce que on commençait déjà en 1997, la France avait accepté la convention de l'UNESCO et on commençait à savoir qu'il fallait faire attention aux provenances, etc. Ce qui fait que j'ai été ravi de pouvoir acheter plusieurs objets de la collection Jousmet, dont vous avez vous-même acheté la statuette qui est aujourd'hui l'emblème de votre musée. J'ai plusieurs objets magnifiques qui viennent de Jousmet, qui ont été collectés dans les années 60. De cet ensemble précolombien, oui. Vous ne gardez rien? Non. J'ai gardé une ou deux pièces qui étaient des cadeaux que je ne pouvais pas, mais qui sont des choses sans grande importance. Ou alors il y a vraiment, il y avait 2 grands vases d'Amazonie. Il y en a un que j'avais donné à un de mes fils. Le plus beau est dans la collection, le plus extraordinaire, et c'est celui qui va être vendu. Et dans ce vaste domaine, parce que l'art précolombien, évidemment, c'est un ensemble qu'on peut redécouper à l'intérieur en d'autres ensembles. Qu'est-ce qui vous est le plus cher? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Vous savez, c'est comme si vous me demandiez lequel de mes 3 fils je préfère. C'est tellement différent. Mais j'aime par exemple beaucoup l'art de l'Amérique centrale. Je veux dire, ces céramiques du Panama, qui ne sont pas les choses les plus rares et les plus chères. C'est de la peinture. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors j'aime beaucoup l'art de l'Amazone. Ça me touche beaucoup par l'ampleur du geste. Puis vous savez, construire un vase en argile qui a 1 mètre de haut, il faut l'étayer, sans cesse, il risque de s'effondrer sous son propre poids avant qu'il ait été cuit. On se rend compte qu'il y a une espèce de combat là pour réaliser. Et pourquoi quelque chose de cette taille-là? J'aime les objets dans lesquels on sent que l'homme a essayé de se dépasser. L'artiste Olmec, inlassablement, en limant avec de la poudre de cristal de roche, vous fait une statuette qui a 10 cm de haut, qui est en réalité monumentale. Il n'y a rien avant l'art Olmec, et puis tout à coup, en 1200 avant Jésus-Christ, apparaissent des statuettes où le personnage est avec la main sur la joue, ou une main sur la cuisse, l'autre sur la hanche. C'est extraordinaire. Ce qui m'épate le plus, ce qui me touche le plus, au fond, c'est cette liberté de l'art Olmec, ce mouvement.